l'équipe de France, peut-être j'ai pas eu la relation d'amour que j'aurais voulu. Mais l'équipe de France, c'est ce qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui, à un moment donné. À 19 ans, quand tu es international français, sur ton CV, c'est autre chose que d'être international algérien. Et si la nationalité sportive avait un rôle important dans l'appréciation d'un joueur? Son talent, indéniablement, est l'atout majeur pour un footballeur. Mais si, aussi grand soit-il, le talent ne faisait pas une telle différence. Le football n'est pas épargné par les fléaux que rencontre la société, parmi lesquels le racisme et les clichés qu'il véhicule. Dans l'épisode du jour, nous allons tenter de voir de quelle manière porter le maillot de telle ou telle sélection nationale influence les événements de la carrière d'un joueur. Les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Pour m'accompagner dans ce podcast, j'ai Johan, Salut à tous. Damaz Bonsoir à tous. et Gilles Christ. Salut à tous. Alors, dans l'épisode du jour, on va essayer donc de comprendre comment la nationalité sportive influence une carrière, comment cette nationalité influence la façon dont vous êtes perçu en tant que joueur, et si celle-ci ajoute, par exemple, une quelconque valeur marchande aux joueurs. On va également traiter la question de la binationalité et comprendre comment le choix d'une nationalité se fait, avec quels enjeux en tête. On va commencer par un sujet, messieurs, assez sensible, mais aussi réel qu'important, les clichés dans le football. Plus d'un siècle de football a permis de façonner des cultures, ici et là dans plusieurs régions du monde, et notamment des étiquettes. Johan, on parle par exemple de la grinta sud-américaine, de la technique brésilienne, du physique subsahárien. Ces étiquettes ont créé parfois des carrières bien plus que le talent lui-même. Ah bah ça c'est clair. Aujourd'hui, pour ce qui est de la Grinta, on a la preuve aujourd'hui avec des attaquants qui jouent du côté de la cité phocéenne, qui n'ont pour moi aucun talent, mais pour qui la Grinta est un aspect qui est archi important. Ça y est, le mec, il est tatoué, il est un peu mignon, il court partout, on dit que c'est un bon footballeur. Non, je suis désolé. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des attributs que l'on donne sans pour autant connaître justement la typologie de tel ou tel type de footballeur et qui malheureusement donnent des appréciations. On fait des appréciations qui sont biaisées parce qu'il y a même des joueurs qu'on n'a jamais vu jouer, mais on imagine, de par sa nationalité, de par on va dire sa carrière, justement, les clubs qu'il a fait, que c'est un joueur qui appartient à tel ou tel caste de footballeur. Et ça, malheureusement, c'est un problème qu'il y a beaucoup dans le football aujourd'hui. Combien de Brésiliens, Gilles Christ, ont été achetés parce qu'ils étaient brésiliens? Ben, c'est encore le cas aujourd'hui, hein. Toujours dans la cité phocéenne, hein. On va pas parler de nos amis de la commanderie, mais on a toujours ce cliché, et en plus un cliché qui est contradictoire avec une certaine idée de ce que l'on se fait du Brésil. Bien Le sûr. Brésil dont on a l'idée dans les années 70-80 n'est pas on va dire, l'archétype du joueur brésilien de base, hein, qui est exporté en Europe dans les années 2000, 2010, 2020. Et pourtant, on a l'impression que ce passeport-là a toujours un prestige particulier pour nos nations européennes qui sont un petit peu partout en Europe, pour se faire une part d'exotisme avec le brésilien. Bon, voilà, ça fait partie de tant d'exemples que l'on connaît, mais voilà, ça montre que les clichés ont encore la vie dure dans notre football. Alors parce que, bon, bien sûr, évidemment, un garçon comme Ronaldinho, pas besoin de clichés, il faut juste ouvrir les yeux pour se rendre compte de qui il en parle vraiment, d'autres joueurs hein, qu'on va récupérer pour parfois 5, 6, une dizaine de millions d'euros. On aurait pu prendre n'importe quel joueur, ne serait-ce que regarder dans son centre de formation, et on va quand même essayer de faire le pari d'Amas, brésilien, argentin, ou je ne sais quoi, parce que c'est la nationalité qui va nous surprendre à un moment donné. C'est comme ça qu'on achète les supporters. On vous a acheté le Brésilien que vous attendiez depuis tellement longtemps. Tout à fait. C'est la nationalité, c'est la notoriété de ces pays également dans la place du football qui fait aussi la différence. Hein. C'est-à-dire que si ces joueurs-là étaient d'origine originaires du Venezuela ou du Pérou, je ne pense pas qu'au niveau de la balance des transferts, ça aurait le même coût. Et en effet, ce passif-là va forcément faire la différence dans l'achat de ces joueurs-là qui sont d'un piètre niveau pour la plupart en vérité, contrairement à d'autres éléments qui proviennent de nations, on va dire, qui ne sont pas des places fortes du football. Mais si on peut remonter sur un cas un peu historique, il faut savoir que le football s'est clairement démocratisé à l'échelle mondiale, c'est clairement vu à l'échelle mondiale post-colonisation, années 60, années 70, c'est là où on a commencé un peu à s'extirper par rapport au monde du football, et ces clichés qui proviennent de la colonisation se sont également vus au travers de certaines nations qui ont commencé à s'exporter au niveau football.
N'ayons pas peur de dire les mots. Quand on voit des Africains, on va rapidement les affilier à des animaux, bien entendu, avec des caractères de joueurs qu'on va affilier au lion, au léopard. Hein, donc bon, Johan, hein, tu sais de quoi je parle. Euh, et, et, et l'asiatique, le travailleur de l'ombre. Donc Le tigre. mais bien sûr, tous ces clichés de nationalité, on va les retrouver, notamment lors des grandes compétitions internationales qui ont été, pour ma part, un grand enseignement dans la lecture de la culture mondiale. Non, mais on va pas aller loin. On va continuer juste avec quelque chose qui nous concerne directement en tant que Français. Johan, pour revenir sur ce débat qui nous a tous marqués à un moment donné dans notre vie, c'était la question du quota. Je me souviendrai toute ma vie de ce qu'un jour Laurent Blanc avait dit en conférence de presse. Il avait cité le joueur qui n'avait rien demandé, Mamadou Sakho, en disant « Certes, les quotas, c'est une certaine façon pour nous de s'assurer que tous les joueurs qu'on forme ne vont pas à l'étranger, mais c'était aussi une façon de décrier un certain type de profil de joueurs que l'on créait, ces enfants d'origine subsaharienne qui n'étaient que physiques. » Tu te souviens de cette conférence? Bien sûr, et c'est incroyable en fait. En fait, ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Et des propos de Laurent Blanc, j'ajouterais même ceux de Willy Sagnol. Ceux de Willy Sagnol qui concernent le stéréotype du joueur africain. Oui, le joueur africain, il est puissant, il coûte pas cher, il est solide, il est prêt à aller à la guerre. C'est quoi ces conneries? Ça, c'est une méconnaissance totale, déjà concernant Laurent Blanc, de la formation à la française, parce que la formation à la française, à la base, elle attribue justement elle forme les joueurs, elle a longtemps formé les joueurs par rapport à la puissance physique. Mais est-ce que seuls les Noirs sont dotés d'une puissance physique qui sont impressionnantes? Oui, on a beaucoup. Ça, c'est un fait qui est réel. Mais je sais pas. Et est-ce que tous les Noirs ne sont que physiques aussi? Ben, c'est ça, exactement. Si Laurent Blanc, il connaît DJ Okocha, par exemple. Non, Kokanou, il connaît. Mais regardez, Mais mais à cette époque-là, l'équipe de France ne jouait pas la Coupe du Monde, donc ils pouvaient pas savoir. mais c'est ça en fait. Ouais, je pense que c'est peut-être ça. Il y a moyen que ce soit ça le problème. Non, mais honnêtement, quand tu es sélectionneur national, pour en revenir au sujet, quand tu es sélectionneur national et que tu tiens de tels propos, mais c'est une honte non seulement pour toi, pour ta fonction, pour la fédération et même pour le pays. Alors, tu te souviens, Gilles Christ, de la Garde Noire de Didier Deschamps? Après, il y en a eu plusieurs dans le temps en équipe de France. Hein. Ça a commencé avec Marius Trésor et Jean-Pierre Adams dans un premier temps. Et ensuite, là, donc justement, la garde noire de Deschamps, donc c'était au début de son mandat, c'était Mamadou Sakho avec Mapou Niangamiwa. Mais même ce qu'il avait aussi du côté de l'Olympique de Marseille. De Marseille aussi, et donc avec les 4 joueurs qui... Les 4 4 encore de base. où justement, en fait, où il y avait quand même, c'était des sécurités défensives qui étaient assez importantes, mais voilà, qui montraient en fait, voilà, les intentions d'un style de jeu à la Deschamps, si on peut appeler ça style de jeu, d'un pragmatisme face donc à la tactique, face au jeu, pour gagner des trophées, quel que soit le style. Et on a pu en parler lors de l'épisode qu'on a fait sur l'OM 2009-2010. Bien sûr. Voilà, c'est pas les qualités spectaculaires offensives de l'Olympique de Marseille qui ont marqué les esprits à cette époque-là, loin de là, mais plutôt une solidité, une densité physique qui était exprimée à travers les Stéphane Mbia, Souleymane Diawara, Charles Kabouré, Alou Diarra, etc. Donc du coup, voilà, c'est ça qui est un petit peu frustrant, parce que il y a des amalgames qui sont faits, et c'est même dans la façon dont on est en train de mener le débat, c'est ça en fait on a peur de basculer vers quelque chose qui va être dans le cliché trop facile, mais aussi alors qu'on a envie de dénoncer quelque chose qui n'est pas vrai historiquement, quand on regarde bien. Non, mais c'est même totalement faux. Non, mais juste, par exemple, la Garde Noire ou Alou Diarra, etc., ils n'ont jamais volé la place de personne, et justement, quand Didier Deschamps leur a fait confiance, l'Olympique de Marseille a gagné. C'est pas eux donc on va pointer du doigt sur ce débat-là, c'est vraiment comment ce qu'ils représentent donne de la valeur à ce qu'ils sont. Et c'est ça qui est plutôt gênant dans la manière dont on appréhende le football, notamment d'un point de vue, j'allais dire, avec un regard colonial qui n'a toujours pas disparu. Mais bien sûr. Tu vois, c'est vraiment ça qui est très intéressant. Donc encore une fois, les joueurs, il faut pas s'en inquiéter, personne n'a volé personne, mais malheureusement, certains d'entre eux sont ici
parce que il y a des clichés autour de ce qui représente Damas. Je Exact. t'ai coupé, oui. Exact, exact. C'est la considération qu'on donne à cette minorité qui leur a permis de se positionner là où ils sont aujourd'hui, en tout cas à l'échelle de ceux qui sont au pouvoir. N'ayons pas peur de dire les mots. La France, c'est plus de 120 ans de colonisation, enfin, qu'est-ce que je raconte moi 19e siècle, pardon, de colonisation jusqu'à 1960. Et cette image qu'on a notamment du noir, qui est un élément de main-d'œuvre, qui est là pour exécuter, qui est là pour faire les ordres, mais ça s'est un petit peu retrouvé également dans le monde du football français. N'ayons pas peur de dire les mots par rapport à cela. Jean Tigana disait quoi quand il a postulé pour devenir sélectionneur en équipe de France? Ah ben c'est difficile quand t'es noir de devenir sélectionneur en équipe de France. Et je précise, excuse-moi Damas, c'est pas une posture de victime que l'on tient là. Ah non, pas On du tout, évoque pas ça. du tout. On parle avec des faits. On Ouais, il faut parle avec des préciser. Ah oui, et Des en plus, faits et des propos qui sont rapportés, bien qui évidemment. sont Oui, rapportés. exactement. C'est pas quelque chose qu'on invente de nulle part. Sans compter aussi les Anglais qui avaient du mal aussi à donner le poste de numéro 10 à un joueur noir, à des joueurs d'origine africaine. Et ça se retrouve encore une fois dans le poste de sélectionneur en Angleterre avec Sol Campbell qui souffre comme jamais pour avoir un poste aussi, un poste à réflexion, un poste stratège que head coach dans un club anglais. Et malheureusement, ce genre d'aspect-là se retrouve aussi même dans des postes décisionnaires aussi. Dangote qui a envisagé aussi des postes à stratège dans des clubs C'est européens. pas fini, c'est pas fini. Enfin, On y c'est croit, compliqué. on y croit encore. T'inquiète pas, Damas. Non, mais on va essayer de changer un petit peu de prisme. Là, par exemple, là, ce débat-là, on a déjà eu l'occasion de le faire, notamment quand on a parlé de la question où étaient les coachs noirs en saison 1. On a eu ce genre de discussion. On a aussi fait un podcast sur la binationalité. Mais je vais vous parler d'un autre prisme maintenant sur la considération de la nationalité sportive. C'est ces idées reçues, donc qu'on vient de détailler, ont pour conséquence le fait que certaines sélections soient plus bankable que d'autres. Je vais vous citer un joueur. J'ai tout à l'heure disait qu'on rapporte des mots. Là, je vais vous rapporter des mots, ceux de Samir Nasri, qui disait en parlant de lui, être international français à 19 ans, c'est quelque chose dans le CV. Ça veut dire quoi, Johan? Bah, être international. Après, dans un premier temps, il faut réfléchir sur la place qu'a la France déjà dans le football. Parce que la France, je pense que Samir Nasri a dit ça. Bon, il a dit ça, Bon, partons du principe où Samir Nasri a 19 ans, donc si on est en 2006. Non, il parle pas à 19 ans. En fait, je vous contextualise cette phrase. On lui Ah, pose voilà. la question sur la binationalité. Par exemple, pourquoi certains choisissent l'Algérie, d'autres la France, etc. C'est notamment sorti à l'époque de la discussion Fekir, dont on parlera tout à l'heure. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais Samir bien Nasri sûr. disait, à Mhm. l'époque où j'ai choisi l'équipe de France, il faut Ouais. voir dans quel état était l'Algérie. Et ce Oui, qui est oui, vrai. ouais. Voilà. Mhm. Mais même s'il a pas dit que j'aurais choisi l'Algérie si ça avait été en bon état. Il disait simplement aussi, et c'est ça moi qui m'intéresse, c'est de dire que être de nationalité française, être international français International. à 19 ans, c'est quelque chose. Ça sous-entend qu'être international algérien à 19 ans, ça ne fait rien de positif. Ce n'est pas quelque chose dans le Ça CV. n'a pas le même poids. Voilà. Une fois de plus, Et c'est ça qui est important dans cette Mais discussion. une fois de plus, ce que je voulais te dire par rapport à ça, Reda, c'est que en 2006, partons du principe où Nasri, en 2006, il a 19 ans, la France est championne du monde 98 et finaliste de la Ligue de la Coupe du Monde 2006. La France est une place forte du football mondial, que l'on veuille ou non. Il y a Platini avant, il y a Nasri, il y a Papin, j'allais dire, il y a Nasri, je suis un ouf. Il y a Platini, il y a Papin, il y a Cantona, il y a Zidane, il y a Ginola, des joueurs qui ont bien représenté le football français à travers le monde. Donc forcément, quand tu es international à 19 ans, c'est que tu as un minimum de talent, surtout quand tu es international français, et d'autant plus que la formation à la française, c'est ce qui a été plébiscité après cette Coupe du Monde 98. Donc il est clair que quand tu es français, international français à 19 ans, sur le CV, c'est monstrueux. Mais tu es international algérien à 19 ans, aujourd'hui, ça veut rien dire parce que l'Algérie, justement, n'a pas la place du football, n'a pas la place dans le football qu'a la France aujourd'hui. Mais c'est aussi d'une injustice qui est terrible parce que entre toi et moi, je vais dire une chose, c'est que Rami Ben Sebaini, pour moi, il n'a rien à envier à un Benjamin Pavard, par exemple. Je pense qu'en Bien sûr. Bundesliga, les deux joueurs ont le même statut en Bundesliga. Rami Ben Sebaini, c'est un super bon défenseur de Gladbach. Et qui a Et fait ses Pavard, preuves en France. Lui, qui a fait ses preuves en France. Ouais. Pavard, excuse-moi, Pavard, il a pas 15 matchs en tant que titulaire à Lille. Il est parti en D2 à Stuttgart. Il faut reconnaître qu'il a réussi quand même à se faire connaître en Allemagne. Bien Mais sûr. on va me dire aujourd'hui que Rami Ben Sebaini, il a quelque chose à envier à Pavard. Rien du tout. Donc, Donc, il y a ce qu'on appelle le délit de nationalité, comme est le sujet d'aujourd'hui. C'est le fait qu'aujourd'hui, tu es moins bankable si tu es un international algérien vis-à-vis un international français. L'autre exemple que je peux te donner aujourd'hui, c'est Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, s'il est international français
après la fabuleuse saison qu'il a fait en 2015-2016, moi je te dis la vérité, le Real Madrid, le Barça, la Juventus, tous les grands clubs se pensent sur lui. Mais donc, ça veut dire quoi, ça, Gilles Christ, ce que vient de dire Johan? C'est être international français à 19 ans, ça veut dire que tu as réussi à te mettre au-dessus de beaucoup de rivaux, pardon, beaucoup de rivalités, ce qui n'est pas le cas forcément en Algérie où il y a moins de talent. Mais dans ce cas-là, la question du talent en soi ne rentre pas en compte parce que Nasri, qui choisisse la France ou l'Algérie, c'est le même talent. Ben, normalement, c'est la même chose. Mais après, c'est vrai qu'au niveau de la structuration, de l'accueil du joueur dans la sélection avec des objectifs particuliers, c'est vrai qu'il y en a en parlait notamment par rapport à l'équipe de France, par rapport à son parcours juste avant que Sermian Nasri n'arrive en équipe de France, où il y a quand même un passif assez glorieux. Ben voilà, en France, on veut être dans cette continuité-là. L'Algérie, à cette époque-là, et est-ce qu'elle est dans les années 2000, sa galère voilà, aspire à redevenir une place forte du football africain d'abord avant d'aspirer au mondial. Voilà. À ce moment-là, la capacité d'accueil, c'est ça qui fait aussi la différence, donc notamment dans le choix de la binationalité, puisque on a l'impression que les sujets sont quand même intimement liés entre binationalité, déni de nationalité, pour voir ça. Et par rapport à tout ce qu'on vient de dire, quand à 19 ans, c'est Raymond Domenech qui, au détriment de bon nombre de joueurs qui soient de la même génération, qui soient beaucoup plus expérimentés, vient te voir pour jouer en équipe de France, effectivement, ça fait quelque chose. Mais bon, voilà, c'est ce qui permet aussi de penser à des perspectives qui ne répondent pas forcément à la logique sportive uniquement liée à l'équipe de France, mais par rapport aussi au contrat dans les clubs et également par rapport aux futurs transferts. Alors, garde la parole, Gilles Christ, parce que je vais te poser la question par rapport à un sujet qui t'intéresse, et c'est pour rejoindre ce que vient de dire Johan par rapport à Riyad Mahrez. Je me rappelle très bien du jour où on a eu cette discussion. Riyad Mahrez, il est parti pour Manchester City plus ou moins à la même période que Coutinho au FC Barcelone. Ouais. Ils avaient plus ou moins le même passif, le même âge, le même palmarès. Il y en a un qui a coûté 3 fois plus cher que l'autre. Ouais, moi ça m'avait particulièrement touché parce peut-être que voilà c'est une coïncidence parce que voilà les passifs en coulisses on les connaît pas forcément, mais quand tu vois un joueur comme Riyad Mahrez, champion d'Angleterre, qui a été l'un des fers de lance de cette équipe de Leicester et qui s'est fait remarquer comme l'un des premiers Africains quand même à Absolument. poser exactement, donc du coup c'est pas rien. Et Excuse-moi, Chris, excuse-moi. Ouais, attends, vas-y. Je rectifie. Mahrez a un titre de champion, un titre avec Exactement. Leicester, et Coutinho n'en a pas. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Ça, il faut préciser. Ni même avec le Brésil. Exactement, à l'époque. Avec l'Inter. À l'époque. Et là, justement, c'est là où je me pose la question, mais comment ça se fait que Riyad Mahrez, avec tout ce qu'il a pu réaliser dans cette période-là, alors qu'il avait été courtisé dans un premier temps par Guardiola, ça ne s'était pas fait, et qu'après, derrière, la saison d'après, Manchester City a mis la main sur lui, mais ça coûtait 3 fois moins cher que Philippe Coutinho quand il signe au FC Barcelone, qui est un gros transfert et qui fait du bruit justement pour pouvoir répondre à, c'était quoi, Neymar qui signe au Paris Saint-Germain en plus. C'est ça. Donc là, incompréhension, questionnement, et on se pose la question en fait. Voilà, quels sont les éléments tangibles, objectifs qui permettent de pouvoir mesurer ça? Les agents, l'entourage du joueur, La nationalité. Et la nationalité. C'est comme ça que le débat a commencé à partir et que on a pu commencer à rédiger l'histoire de cet épisode. Pour appuyer en plus, pour essayer de répondre à cette question justement, d'où vient justement cette incohérence et même cet écart conséquent entre ces deux transferts, c'est que le Brésil ne s'est plus démarqué footballistiquement sur le terrain. Il faut également parler de l'importance de ces poids d'entreprises, d'agents de clubs, de ces fonds souverains qui se sont positionnés aussi et qui ont lancé cette entreprise, notamment par la terre portugaise, qui est l'ancienne métropole brésilienne évidemment, en mettant en place le process TPO.
Je pense que vous connaissez cette partie-là où Oui, il y bien a sûr. trois agents économiques majeurs se mettent en route pour le financement d'un joueur au travers d'un transfert. Eh ben, c'est justement ces entreprises qui mettent en place ce processus TPO permettent à des clubs surendettés de l'Europe du Sud, qu'on connaît toujours, Ouais, ouais, bien Benfica sûr. Lisbonne, l'Atlético Madrid qui avait moins 5 millions d'euros de dette. Valence. Valence, bien sûr, Valence, comme oublier Valence, avec Monsieur Lim, là, comment on appelle ça, là, le Mexicain riche, là, qui est venu racheter Un Indonésien. un Indonésien, Indonésien, pardon. ouais. Voilà. Mais en tout cas, il y a aussi un Mexicain, je crois, peu importe, ça c'est pas le sujet. On finançait des joueurs sud-américains moyens, mais qui, dans la balance commerciale, coûtent cher parce que on a maintenant des parties privées en dehors du football qui commencent à se poser dans l'échiquier du monde du football. Et donc, Dans la la spéculation, ouais. donc dans la spéculation, absolument. Donc on a affaire à des joueurs moyens qui coûtent cher, non à cause de leur football. Et Philippe Coutinho, qui n'était pas le plus mauvais de ces joueurs brésiliens de cette époque, début 2010, Loin s'en en faut, effet. bien sûr. Mais voilà. Mais lui va rentrer dans cette ligne de compte en étant à un prix exorbitant. Je crois que c'est 130 millions d'euros, je crois, par rapport à ce Ouais, là, je c'est crois, au ça, niveau du c'est ça. transfert. 130 Avec millions. des bonus qui quand même étaient assez Mais, importants. mais À cette incroyable ces époque-là. bonus, Incroyable. incroyable, Gilles. Et ben de l'autre côté, en parallèle, Riyad Mahrez, il y a qui? Il y a qui de l'autre côté pour pouvoir mettre en place, pour répondre en effet à cet échiquier-là? Donc c'est normal qu'au niveau de la balance commerciale, seulement au niveau des prix, par rapport à Riyad Mahrez, soit désavantagé, parce qu'aujourd'hui le football ne se joue plus sur le terrain de football. Mais après, ce qu'il faut pas oublier, c'est que le Barça, à cette période-là et jusqu'à aujourd'hui, est un club qui dépense n'importe comment son argent. N'importe comment son argent. D'après le départ de Neymar, j'ai ma théorie par rapport à ça, j'ai ma thèse par rapport à ça, c'est que après le départ de Neymar, on dirait que les mecs, ils ont paniqué, mais pendant je ne sais combien de mois. Comment on va réussir à remplacer Neymar? Ils recrutent- Jusqu'aujourd'hui. Mais oui, jusqu'aujourd'hui, Bien sûr. c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais bon. Après, voilà, bien sûr, Coutinho, bien sûr, c'est le Barça qui a dépensé de l'argent n'importe comment. Mais Coutinho, il a rien demandé Coutinho- encore une fois. Comment? Non, rien. Coutinho, il a rien demandé. Il a Comme rien Luis demandé, bien Enrique, sûr, tous ces bien gens-là. sûr, mais il a un avantage que Riyad Mahrez n'a pas, c'est d'être brésilien. Et malheureusement, c'est triste à dire, mais c'est une réalité. Alors justement, cette question de valeur forte que posséderaient ou que possèdent certaines nations entre dans le débat pour les binationaux qui doivent choisir leur sélection nationale. On a fait ce débat déjà sur la binationalité et les problèmes que ça pouvait constituer, notamment pour le football africain. Mais là, je veux qu'on ait un autre débat par rapport à cette question. Par exemple, le cas Fekir. Quand il a fallu qu'il choisisse sa sélection nationale, Mhm. il y a eu des questionnements qui se sont posés, Chris, qui n'ont rien à voir avec le football, qui ont fait qu'il choisisse la France, et ça rejoint ce qui vient d'être dit sur la chance qu'a Coutinho d'être brésilien. Oui, et en plus, c'est encore d'autant plus frustrant pour Fekir que ce choix-là, après, c'est une impression que l'on a en tant que fan, et en tant qu'observateur du football. Neutre. Ouais, on a l'impression que c'est pas forcément le choix qui le rend le plus heureux aujourd'hui. On est d'accord. Après, ça reste un avis. Donc, du coup, par rapport à ça, je ne veux pas être dans une vérité. Mais par contre, quand, au moment de faire le choix, puisqu'il y a un choix qui a dû être fait, vous avez plusieurs personnalités importantes du football français qui viennent vous voir pour vous dire que bon, c'est bien de choisir la France, notamment votre président de club, que dans ce sens-là, par rapport peut-être à un futur transfert, et que ce choix est fait, que derrière il a ce vécu international. Après, il y a d'autres choses qui sont arrivées, donc pour Nabil Fekir, notamment au niveau de l'entourage, au niveau aussi d'un transfert, d'un vrai faux transfert du côté de Liverpool, pour arriver au constat où maintenant ce joueur est un joueur du Real Betis. Voilà, exactement, du Real Betis. Arrête de rigoler. J'en veux pas au Real Betis, j'en veux pas justement à Nabil Fekir, mais franchement, est-ce que tout ça pour ça? Du côté de l'Olympique Lyonnais, voilà, est-ce qu'il y avait besoin d'avoir un passeport rouge Bordeaux pour arriver au Real Betis? Je sais pas, mais voilà, on avait l'impression qu'à l'époque il y avait cette possibilité de pouvoir exploser les gains et que cette explosion des gains pouvait venir à partir du moment où le joueur était un ressortissant de l'Union européenne. Et là, de l'Union européenne et internationale, bien sûr, dans une sélection européenne. Parce que ce qui était intéressant à l'époque d'Hamas concernant Nabil Fekir, c'est que c'est aussi les propos de Christian Gourcuff. Il n'a jamais été direct, mais il a sous-entendu beaucoup de choses. Il disait notamment que
Nabil Fekir souhaitait rejoindre l'équipe d'Algérie, mais que certaines personnes ont fait comprendre à Nabil Fekir que être français, ça allait être plus intéressant pour lui. Bien sûr. C'est ça aussi qui est très fort. Ça veut dire que toutes les personnes qui, comme on pourrait croire que ce que nous sommes actuellement, auraient peut-être essayé de voir des calculs chez les uns et chez les autres, en fait, on a quand même des éléments un peu plus concrets qui nous disent voilà, ça ira mieux pour toi dans ta carrière si tu choisis cette sélection. Parce que le cas Fekir Damas, encore une fois, ce qui est très important avec lui, c'est peut-être que c'est la première fois, une des toutes premières fois, qu'un joueur du niveau de la sélection française aurait décidé en premier lieu de jouer pour l'Algérie. C'est peut-être la première fois que la sélection française a vu quelqu'un lui filer entre les doigts. Extrêmement rare de voir cette situation-là où, clairement, le joueur... Mais de toute manière, je pense que Gilles-Christ ne se trompe pas quand il dit, après ça ne reste que son avis, et je partage l'avis de Gilles-Christ, où à mon avis, Fekir, on sent qu'il va à deux pas par rapport à la sélection française. On Je sent te qu'on rassure, lui a... Damas, moi aussi j'ai cet avis-là. Merci, Johan, merci. Je pense que vous... Ce n'est qu'un avis, chers auditeurs. Ce n'est qu'un avis, mais qui devient majoritaire pour les libéraux qui comptent aujourd'hui dans le paysage français. Ouais, bien sûr. Merci, messieurs. Et par rapport à ça, c'est très simple, où je peux rajouter même ce propos. Regardez le langage corporel de Fekir lors du titre en 2018. On s'en souvient tous. On l'a vu sourire parce qu'il fallait sourire, en effet. Mais au niveau des institutions, Fekir est devenu champion du monde. Mais c'est pas un problème, parce que Fekir est devenu champion du monde. Si jamais Fekir avait joué pour l'équipe de France, et il était mauvais, mais vous imaginez la secousse qu'il aurait pu prendre? Par exemple, on peut faire le parallèle avec le Mondial 2010 catastrophique qui s'est passé en Afrique du Sud. On a entendu plusieurs fois des noms d'origine venir parce que la France ne gagnait pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu à cette Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? C'est incroyable. Et un an après, il y a le problème des quotas. Moi, je pense que si la France fait au moins demi-finale en Coupe du Monde 2010, le problème de quotas, il sort pas. Hein. Il ne sort pas le problème de quotas. Exact. Et malheureusement, comme on l'a dit dans le dernier épisode qu'on avait fait sur la binationalité, c'est la médiocrité en fait des personnes qui composent la DTN qui fait que malheureusement il y a ces problèmes de société qui apparaissent aussi dans le football, alors que le football c'est censé être indépendant de tout ça, même si c'est vrai que c'est assez utopique de dire ça, mais le football n'a rien à voir justement avec les problèmes qu'il doit y avoir dans la société. Et pour appuyer tes propos, Damas, mis à part le cas Fekir, je l'avais énoncé précédemment, c'était le cas de Steven Zonzi. Au FC Séville, je me rappelle que la République démocratique du Congo est à un match justement en recevant la Tunisie à Kinshasa pour se qualifier. S'ils gagnent contre la Tunisie, disons qu'ils ont 95% de se qualifier pour la Coupe du Monde 2018. 95,99999. Exactement. Et puis il y a Aziz Makoukoula qui est l'ancien joueur du FC Nantes et qui est aujourd'hui directeur technique de la sélection de la RDC, qui va voir Monchi. Enfin, qui va voir justement Steven Zonzi à Séville pour tenter, en plus ancien joueur de Séville. Donc il va voir Steven Zonzi pour tenter de le persuader de jouer la Coupe du Monde. Et vous avez Monchi qui est intervenu, qui lui a dit clairement, arrête de nous casser les couilles, parce que nous on a envie de le vendre ton joueur. Voilà. On a envie de le vendre à un moment donné. À un prix conséquent. À un prix conséquent. Sachant que Steven Zonzi à Séville, il était d'un très très bon niveau. Ouais, donc voilà, c'est une preuve de plus que aujourd'hui, selon ta nationalité, tu es plus bankable ou non. Et malheureusement, ça, c'est un constat, justement, malheureusement, qui biaise la vision des gens déjà dans le football. Mais justement, ça rend pas service au football, en fait, parce qu'on passe à côté de très gros talents, mais qui sont malheureusement moins exposés que d'autres escrocs, faut dire la vérité, bien sûr. Telle ou telle nationalité. Ouais. Alors ça ne rend pas service au football, mais pas aux joueurs non plus, qui sont aussi parfois les victimes de ce système-là. Je vais vous poser avec un exemple qu'on va faire tout de suite. Parce qu'avec ces règles beaucoup plus permissives, on assiste depuis quelques saisons à des choses assez honteuses concernant les binationaux. Et je vais parler justement de deux cas qui, selon moi, sont assez représentatifs du débat général que nous menons en ce moment. Par exemple, le premier, c'est Mounir. Concrètement, je dis bien concrètement, et sportivement parlant, en 2014, lorsqu'il est sélectionné par l'Espagne, est-ce que c'est pour des raisons sportives ou est-ce une option que l'on met sur un joueur qui a la chance ou la malchance de posséder une origine, Johan? Est-ce qu'on peut parler dans ce cas-là, dans le contexte du débat du délit de nationalité, de discrimination positive? Ça veut dire qu'un joueur qui n'a pas d'origine marocaine à ce moment-là, qui a le même niveau que Mounir, a moins de chances d'être sélectionné. Moi, je pense tout simplement concernant le cas Mounir, à cette période en 2014, il est considéré comme la relève du Barça, il est considéré comme celui qui devrait être titulaire pour cette saison 2014-2015.
Malheureusement pour lui, il y a un certain Neymar qui s'est réveillé cette saison-là par rapport à la saison 2013-2014. Mais concrètement, l'Espagne est dans son droit justement de pouvoir entre guillemets bloquer le joueur. Et je pense, et pour te dire, je pense très certainement et très franchement, je pense que l'Espagne n'a même pas craint le Maroc une seule fois dans cette période-là, parce que on est persuadé qu'un joueur comme ça qui montre autant de facilité à un tel âge, on sait qu'il va jouer pour l'Espagne. Ça a été pareil. Là, ce cas, il me fait penser un petit peu à Boyan à l'époque où Boyan, qui est d'origine serbe, qui voilà. L'Espagne n'a pas hésité un seul instant dès son plus jeune âge à pouvoir le faire jouer en sélection de la Roja. Donc, il est clair que pour moi, à ce niveau-là, Mounir, je pense que lui-même n'imagine même pas une sélection du Maroc. Je pense Mais surtout que dans le contexte de sa sélection, celle qui a posé problème justement pour pouvoir après changer de sélection, elle est arrivée par rapport à un forfait qui est eu en équipe d'Espagne. Lui, il est en espoir. Et là, Del Bosque, on se dit, voilà, il y a un forfait, voilà, qui on peut prendre. Là, on dit que il y a le petit qui est là, qui est intéressant. Qui est intéressant. Allons-y le prendre. Et peut-être, et c'est vrai que c'est ce que disaient donc certains philosophes en France par rapport à Raymond Domenech, par rapport au fait de faire jouer des Vassirika Abou Dhabi ou des Lassana Diarra en équipe de France à un moment assez précoce de leur carrière, c'était de faire une sorte de politique en fait, donc de pouvoir sécuriser des joueurs qui potentiellement à l'époque pouvaient jouer pour d'autres sélections africaines. Et là en fait justement donc là par rapport à celui-ci, donc Del Bosque, puisque c'était Del Bosque qui l'avait sélectionné, l'a fait jouer sur ce match officiel, et après derrière ce match officiel on ne pouvait pas présumer de la suite de la carrière de Mounir pour que il puisse se dire que finalement il peut pas jouer pour l'Espagne et que finalement il va choisir le Maroc. Et là on a vu une autre lecture, celle de l'opportunisme qui s'est présentée et qu'on a bien sûr décrit comme il se devait lors de l'épisode sur les binationaux. Alors, il y a opportunisme, mais on peut aller plus loin. On peut parler de relégation de sélection nationale pour notamment la question de Geoffrey Kondogbia. Parce que ce qui est assez incroyable avec ce joueur, et là encore une fois, j'ai pas envie qu'on juge son choix, mais je veux vraiment qu'on ait un petit peu ce regard sur, je vais dire quelque chose d'assez polémique, il faut m'excuser, mais comme s'il ne méritait plus de jouer pour l'équipe de France. Exact. Et pourquoi il ne mérite plus de jouer pour l'équipe de France? Parce que par rapport à d'autres, il est en dessous, notamment Paul Pogba, qui est son grand ami, je crois. Est-ce qu'il est si en dessous que ça, franchement? Honnêtement, quand on voit les joueurs qui sont en équipe de France, est-ce que Geoffrey Kondogbia est si en dessous que ça? Je pense pas. Non, Geoffrey Kondogbia à son top, il est difficile de ne pas le sélectionner en équipe de France, je pense. Mais pourquoi il n'est pas pris? Pourquoi il n'est aussi pas bien vu que, par exemple, Adrien Rabiot, qui a fait près de 1 an et demi sans jouer au football en étant très sérieux, et lui, on le rappelle, et pas Kondogbia? Mais parce que Kondogbia, ce qu'il faut pas oublier, c'est que ses débuts en équipe de France, il me semble, c'est quand il signe à Monaco. Et je pense que Kondogbia ne fait pas forcément des très belles prestations. En tout cas, il a des prestations qui sont très très irrégulières. Et à côté de ça, vous avez Deschamps qui a sa politique justement de groupe, qui crée son groupe petit à petit. Et malheureusement ou heureusement, en équipe de France, on a un embouteillage qui est terrible au poste de milieu de terrain. Et c'est pour ça que Kondogbia, il est plus trop dans les radars justement de Didier Deschamps par rapport à ça. Mais ce qui est grave, c'est que lui décide justement parce que c'est grave. C'est grave pour celui qui estime que c'est grave. Mais lui, il estime justement, comme il n'a pas de match justement officiel, il décide de jouer pour la Centrafrique. Oui, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais pourquoi tu l'as pas décidé avant? Ça rentre dans le cadre justement du débat de la binationalité et plus forcément dans celui qu'on mène aujourd'hui. Comme on a déjà répondu à cette question, mais il était important quand même d'y revenir parce que pour moi, encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui répond à ce qui se passe dans le football actuel. C'est pas quelque chose qu'on a imaginé il y a quelques années et ça montre beaucoup de choses. Je voudrais qu'on aille dans un dernier chapitre qui est peut-être plus léger, mais qui répond à la question aussi du délai de nationalité. C'est le poids des compétitions internationales dans le jugement d'un joueur. Gilles Christ, par exemple, être éligible à la CAN, c'est se voir fermer des opportunités, car personne ne veut d'un joueur qui risque d'être absent 1 mois et demi en début d'année, tous les 2 ans. Oui, on l'a vu notamment par rapport aux Camerounais en 2017, qui est l'exemple le plus récent. C'est du délit de nationalité aussi.
c'est du délit de nationalité, en plus avec des joueurs qui sont issus du pays, nés au pays. Bien Par sûr. exemple, Barça au un goal. joueur comme non mais voilà, un joueur comme André Banjo. Franck Zambo Anguissa a refusé la sélection Ah parce oui, oui, qu'il se pardon. disait que Ouais. oui, mais il commençait à jouer à l'Olympique de Marseille et le fait de partir à la CAN Allez, faisait le que voilà ralentir. allait le ralentir. Et là, disons que ça doit être la mentalité de son coach de l'époque qui a dû le conditionner à faire ce type de choix. C'était quelle époque? C'était quelle époque, le coach? Je veux pas citer son nom. Parce que Non. Ah, sinon, je vais commencer à Garcia citer Rudy? des gens. Non, Non, je veux pas citer de nom. Je veux pas citer de tu nom. peux pas en parler. Tu as raison, tu as Non, raison. je veux pas en Les parler adversaires, parce que sinon, je pareil. vais m'énerver. Non, non, non. C'est une honte ambulante que les deux Olympiques on sont en train de constater en plus actuellement. Mais bon, bref. Et, Absolument. voilà. Donc du coup, voilà. C'est grave parce que de se dire que maintenant il y a des réticences par rapport à ça, alors que si c'est le même cas, par exemple pour les joueurs asiatiques qui font la Coupe d'Asie des Nations et qui a lieu aussi en plein hiver Mhm. ici en Europe. En Europe. Et pourtant, voilà, on ne fait pas d'histoire. Et justement, on a essayé de refaire des calendriers justement pour pouvoir se mettre au diapason de l'Europe. On a vu que c'était une immense connerie et on est repassé sur un format qui est plus conforme aux réalités climatiques Climatique, du bien sûr. continent africain. Voilà, parce que voilà, on est drivé par d'autres aspects qui n'ont rien à voir avec l'aspect sportif et qui sont en lien avec l'aspect financier. Et c'est un langage qui est beaucoup trop courant ces derniers temps et à notre grand détriment en tant que nous fans. En Gilles, fait, oui, vas-y, Damas. si je peux me permettre d'intervenir, Eda, pour quelle raison aujourd'hui on en arrive là? Pourquoi Zambo Anguissa se permet de raisonner comme ça par rapport à une telle nation africaine qu'est le Cameroun? Mais c'est parce que, selon moi, il y a aussi une baisse de légitimité, de notoriété des grandes nations africaines auprès de cette Exactement. génération de footballeurs aujourd'hui. Avant, c'était Exactement. inconcevable que Patrick Mboma, que même les Camerounais considèrent comme un Français, hein. Patrick Mboma, on Ouais, le c'est considère clair. comme un Français, on le considère Comme pas comme un comme Job, hein, qui est, on va dire, Bien avait sûr, des attitudes dans le vestiaire comme un bien sûr. un Français. Un Européen, mais c'est comme ça qu'il appelle, un blanc. N'ayons pas peur de dire les mots. Euh, et par rapport à ça, si Zambo Anguissa se permet de raisonner comme ça aujourd'hui, vous pensez sincèrement que Rigobert Song peut accepter des choses comme ça? Mais Des bien sûr Raymond que non. Kalapango? Non. Mais comment se fait-il que Rudy Garcia, oh pardon, j'ai dit le nom, mais bon, peu importe. Comment se fait-il que ce genre d'individu se permettent, selon moi, des aspects manipulateurs pour un club en plus qui malheureusement qui ne répond même plus aux critères du très très haut niveau pour le bloquer d'une grande compétition internationale comme la CAN. Mais parce qu'on considère la CAN comme une compétition Mineur. c'est Ouais, tout, c'est ça, c'est mineur, tout. même de province, Oh, pour les Européens. Et ça, C'est ce incroyable. mépris-là, c'est quelque chose qui est insoutenable et insupportable C'est incroyable. à vivre, oui, effectivement. Et même, voilà, on a l'impression qu'il y a toujours ce dénigrement et que, encore une fois, avoir un passeport vert dans l'Union africaine, de l'Union africaine, c'est pas forcément quelque chose qui est bien vu en Europe. Et après, on peut faire, et donc après, du coup, un autre passeport d'un autre continent, c'est mieux vu, etc. Donc là, on est vraiment dans le débat et qui permet de pouvoir se poser des questions, effectivement. Vous vous rendez compte que quelqu'un comme José Mourinho, en 2005-2006, justement, laisse Drogba partir à la CAN, ouais. mais Rudy G, lui, ne laisse pas partir André Zambo Anguissa à la CAN. C'est C'est un ouf. incroyable. C'est un C'est ouf. incroyable. Sans compter que José Mourinho s'était même déplacé pour la confrontation Côte d'Ivoire-Cameroun pour les éliminatoires du Mondial 2006. Mais c'est une question. Mais buts à Damas, 3 pour mais Abidjan Damas, pour les Camerounais. mais Damas, c'est une question de culture aussi. Parce que tu penses que les Lusitaniens, ils ont la même condescendance envers les Africains que les Français? Mais non. Mais non, tu penses que Rudy Garcia, demain, tu vas dire à Rudy Garcia, oui, il entraîne Lyon aujourd'hui. On va dire, oui, il y a Maxwell Cornet qui joue un match décisif pour la qualification pour la Coupe du Monde. Ce serait cool que tu y ailles. Tu penses vraiment qu'il va y aller? Mais il en a rien à foutre. Et c'est vraiment dommage. Ouais, c'est qu'on en malheureux, arrive c'est là. malheureux. C'est vraiment dommage qu'on en arrive là où, de manière, on le voit bien lors des confrontations, lors des grandes compétitions internationales. On dit souvent que les Africains, c'est des intermittents du spectacle. Alors que début 2000, Exactement. c'était pas comme ça qu'on les considérait. L'échec camerounais 2002, on l'a tous au travers de la gorge parce qu'on s'attendait à ce que les Camerounais soient au moins en quart de finale. Et là, on n'était pas Nigeria pris. 98, pareil. Bien sûr. Ouais. Et là, on n'était pas pris pour de la rigolade à ce moment-là. Surtout Nigeria 98, ça fait encore Ouais. plus mal Nigeria 98 que Le Cameroun Cameroun 2002. 2002, bien sûr. Alors justement, pour rebondir sur ce que vous dites, et on va terminer le débat avec cette question. Par exemple, vous avez souvent
toujours dans le délai de nationalité, et pour sortir un peu du cadre africain, on y reviendra tout à l'heure, vous verrez. Il y a vraiment beaucoup de joueurs, on dit, son grand mal, c'est d'avoir été gallois, c'est d'avoir été chilien, enfin, etc. Vous avez des grands joueurs de petites sélections qui Bien ont sûr. souffert de la comparaison avec d'autres grands joueurs qui, eux, avaient Ouais. la chance de pouvoir jouer pour l'équipe de France, pour l'équipe du Brésil, pour l'équipe d'Argentine. Absolument. Là, Chris, on a quand même beaucoup de joueurs qui vont peut-être avoir une mauvaise considération. On va dire, on va sortir un peu du cadre, c'est plus dans la perception qu'on a tous d'eux, parce que malheureusement, ils sont d'une sélection nationale qui est considérée comme petite, et ça se voit par exemple avec les résultats. Un garçon comme Ryan Giggs, on peut se le dire entre nous, s'il avait été anglais et qu'il avait joué des Coupes du Monde, Ah, il aurait peut-être été beaucoup plus important dans l'histoire du football et dans la manière dont on peut le voir. mais même pour Et- l'Angleterre. Oui, même pour l'Angleterre. Mais alors qu'il a déjà une place très importante. Hein. Déjà. Franchement, on parle quand même d'un joueur qui, malgré tout ça, et le fait aussi qu'il soit pas forcément concerné tout le temps par le Pays de Galles, hein, parce que le nombre de Oui. sélections qu'il a n'est pas un nombre Non, il a exceptionnel. lâché un moment. Bah oui, voilà. Elle fait partie quand même des personnalités britanniques de l'année à la fin des années 2000. Donc c'est quand même ce qui n'est pas un petit prix en Angleterre, puisque les Anglais enfin les Britanniques ont une façon de célébrer, de récompenser le sport Tout et à les fait. sportifs qui est Tout à tout fait. à fait différente par rapport Tout à fait. à ce Elle qui est se plus fait objective. notamment Aux francophones, bien sûr. aux francophones, effectivement. Ben voilà, Objectif. donc et après voilà, c'est vrai que voilà, il y a d'autres. Hein. C'est vrai que la frustration par rapport à George Weah, Par exemple. libérien, qui voilà, qui n'a pas pu jouer de Coupe du Monde et qui même a peiné parfois même à qualifier son équipe en Coupe d'Afrique, Bien sûr. fait partie aussi de ces choses-là. Il y a Une autre Litmanen aussi. nationalité. Il y a Il y a- Manen avec Oui, je la pense à Finlande, toi. oui, Bien sûr. bien Parce que sûr. ce qui est intéressant, c'est que là, on évoque ça par rapport à la carrière, mais aussi, bien sûr, qu'il y a un élément clé dans la carrière, c'est aussi les récompenses individuelles. Et malheureusement, la nationalité joue un rôle qui est prépondérant par rapport à une récompense qu'on peut décerner à tel ou tel joueur. Et George Weah, il est libérien, bon, il a eu son ballon d'or. Yoann. Litmanen, comment? Non, j'allais dire Yoann, parlons bien. Oui, Le cas Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, Il est bien plus, et ça c'était le sujet d'ailleurs de notre podcast le concernant, il est bien Ouais. plus que l'un des tout meilleurs joueurs africains. Et Ah oui. c'est même le meilleur attaquant. Pour moi, c'est le meilleur attaquant des années 2000. Pour moi, si on prend l'ensemble des années 2000, pour moi, Samuel Eto'o, il y a personne qui est plus fort Il y a que lui. personne. Le mec est décisif dans toutes les finales qu'il joue. Il est décisif en sélection. Il est décisif en club, dans des grands clubs. Attention, hein. Dans des grands clubs et aussi au Real Mallorca. Le Real Mallorca Et joue le Real- la Ligue des Champions avec Incroyable. Samuel Grâce à Eto'o. Samuel Eto'o, bien sûr. Bien sûr. Mais qui aujourd'hui, si on demande qui est le meilleur attaquant des années 2000, va te citer Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o, justement, les gens ils diront oui, c'est le meilleur attaquant africain de tous les temps, mais ce sera pas le meilleur attaquant du monde, des années 2000. On va citer qui? On va citer R9, alors que bon. Alors pour moi, R9 c'est plus fort Voilà. dans les années 90 que dans les années 2000. Voilà. Oui, et on va citer peut-être Thierry Henry, etc. Voilà. Et encore une fois, on Henry, est il a sur fait un quoi en autre finale, mon prisme. frère, Mais voilà, mais on se sait ici dans les libéraux, et c'est peut-être pas forcément l'avis de la majorité qui nous suivent ou qui suivent le football. Voilà. Eto'o, on ne discute pas avec. Voilà, il n'a le temps pour personne. Alors, C'est si je, indiscutable. si je peux me permettre également de rajouter un autre élément autre qu'africain, comme l'avait mentionné Reda, c'est surtout Andriy Shevchenko, avec plusieurs larmes qu'on a vues de Shevchenko lors de ses éliminations en barrage, où on se dit si Shevchenko avait peut-être une origine peut-être russe, peut-être, aurait peut-être mieux performé. Ouais. Et encore, alors après, je me suis permis de dire les Russes, parce que peut-être les Russes ont peut-être plus de moyens. Il y avait encore l'Union soviétique, on va dire. Voilà, mais bon, Ouais, c'est l'Ukraine, l'été soviétique. Alors voilà. voilà, si on peut dire ça comme ça, mais on a vu Shevchenko souffrir également du fait d'être ukrainien. Hein, ça, c'est une évidence, avec Balak qui les sort pour le Mondial 2002, la Croatie qui les sort pour le Mondial 98, C'est ça. l'Euro 2000 qui rate aussi. Oui, qui rate au détriment de la France. Hein. Bien sûr, de la France. Et Avec de l'Angleterre aussi, de la- avec Paul Scholes doublé, oui. Alors, ça, c'est contre l'Écosse, ça. Contre l'Écosse. Ah non, contre l'Écosse, pardon, excusez-moi. Ça, c'est le barrage de l'Écosse, pardon, excusez-moi. C'est le barrage de Oui, l'Écosse. c'est l'Ukraine rate l'Euro L'Allemagne. 2000. Il n'y a pas la Grèce. Il n'y a pas contre la Grèce en 2010. Si la Grèce, mais il a pleuré, mais quelles larmes en plus, Gilles, les larmes oui. de Shevchenko. Bah, arrêtez de rigoler, messieurs. Moi, Oui, personnellement, bah, ça m'a fait mal, hein. Tu sais, Reda, franchement, voir Shevchenko lors de ce mondial 2006 en Allemagne, ça a été un tel soulagement pour moi, Ouais. parce que On on était arrive tous à... contents. Pardon? On était tous contents. On était Oui, tous bien Sur sûr. la première parce fois de sa carrière, dans une année paire, il va pas en vacances.
Exact, et surtout, mais c'est terrible, ce que tu dis, mais c'est vrai. Et surtout qu'on arrive à une génération, on a affaire à des joueurs qui arrivent dans la trentaine. C'est la génération Shevchenko, c'est la génération Ronaldo, c'est la génération Crespo. Ils ont 30 ans, ces messieurs. Samuel Eto'o, par contre, là où ça nous a fait mal, son absence 2006, c'est une véritable fracture. On se souvient tous de ses larmes. Moi, je n'étais pas plus triste que ça, nos- parce que c'était bien aussi pour la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde. Non, mais déjà, c'est pas normal que le Cameroun et la Côte d'Ivoire soient dans la même poule. Je suis désolé. C'est pas normal. Et les larmes d'Eto'o, Oui, mais ça, oui, encore une fois, ça, c'est là, il faut voir la FIFA par rapport c'est un autre aux débat aussi qui qualifications. serait très c'est un intéressant. autre sujet. Mais, Ouais. concrètement, On va le régler un jour aussi, parce que là, j'ai des choses à dire dessus. Trop, c'est trop. merci Gilles, trop, c'est parce trop. que Oui, par, oui, rapport oui. par rapport à cet aspect de nationalité, par rapport à l'exemple du cas Eto'o, selon moi, quand il a pris le leadership camerounais, c'était le moment aussi pour faire grandir son équipe. Mais malheureusement, selon moi, le seul moment qu'il y a eu par rapport à Eto'o, c'est le leadership. Il n'a pas réussi, malheureusement, à élever son équipe au même rang qu'il était lui. Et Alors, Bon, après, ça, juste, c'est un autre on sujet. va C'est pas un autre replonger sujet. là-dessus, mais c'est quand même plus difficile de porter toute une équipe comme le Cameroun seul bien sûr. que de porter le Brésil avec deux autres ballons d'or avec toi. Ah, c'est Si, pas pareil. si je peux me permettre. Donc ça aussi, ça fait partie des responsabilités qui incombent à certains joueurs que d'autres n'ont pas parce que ils sont mieux accompagnés Part de en plus loin. sélection Part de nationale. plus loin. Il part On part de plus loin. beaucoup plus loin. Mais c'est ça aussi qu'on a essayé de faire un petit peu dans ce podcast-là, c'est qu'effectivement, parfois des nationalités créent chez certains joueurs des départs qui étaient peut-être un peu plus en retrait que d'autres. Et ça, finalement, c'est peut-être pas normal quand ce qui est censé être le plus important, c'est les performances sportives. Et quand les performances sportives passent au second plan et que un des tout premiers plans c'est notre nationalité parce que elle représente quelque chose, c'est assez gênant. Donc ce genre de débat, on répond jamais pleinement à toutes les questions qu'on a à l'esprit. J'espère qu'on a répondu quand même à quelques-unes d'entre elles, pardon. Monsieur, j'espère que vous avez dit tout ce que vous aviez à dire. Vous en avez gardé aussi un peu dans la poche. Moi, je voulais parler des gardiens de but aussi. Les gardiens de Oui. but par rapport à leur nationalité. Bon, là, je pense qu'on quand même, on a mangé pas mal de temps par rapport à ça. Mais pour la petite histoire, pour moi, Thomas Nkono, il n'est pas moins bon que Joël Batz, par exemple. Non, mais ça rejoint la question. C'est-à-dire que la considération d'une personne en fonction de sa nationalité. Au-delà de ça, par exemple, pour rejoindre la question des gardiens de but, pour revenir à un des tout premiers chapitres qu'on a fait ici, c'est-à-dire que, est-ce que, dans la perception des gardiens de foot, les recruteurs se disent, on va aller chercher ça du côté des Africains. Combien de fois on s'est moqué des gardiens africains? Bien sûr, soit des gardiens africains ou même des gardiens noirs brésiliens. Noirs, Effectivement, gardiens noirs brésiliens, à cause Voilà. du désastre sûr. de Maracana 50, où le gardien Barbosa était un gardien noir. Et en fait, voilà, donc il y a eu quelque chose dans l'imaginaire brésilien qui a fait que les gardiens, si vous les regardez bien, donc dans les grandes compétitions, mis à part Dida jusqu'en 2006, 2006, voilà, donc sont des gardiens, voilà, qui sont typés d'une certaine manière et au détriment donc de gardiens noirs qui peut-être avaient d'autres ces qualités-là. Et c'est dommage de penser comme ça. Et c'est vrai que par rapport à l'Afrique également, alors que on a sorti quand même des tout bons gardiens. Je pense à Tony Mario. Je ne connais pas de gardien aujourd'hui dans le football actuel qui attrape les ballons comme Tony Mario Silva. Il faut le dire. Ah. Oui, bien sûr. Et Thomas Nkono, Thomas Nkono, l'idole de l'un des meilleurs gardiens de tous les temps. Oui, bien sûr. Et il y a aussi, un de ses concurrents de l'époque, Songo Jacques, qui était présent. Donc, c'est-à-dire que là, les gardiens camerounais n'avaient rien à envier à des écoles de gardiens qu'il pouvait y avoir aussi dans d'autres nations fortes du football mondial. Bien sûr. Mais comme quoi, encore une fois, ce podcast-là vient nous prouver que malheureusement, le football n'était qu'une société en miniature où c'est les clichés qui régnaient beaucoup. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.